Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Vulgarisation du code électoral, quelles sont les conditions pour être électeur au Bénin? Élément de réponse à suivre dans un instant avec James William Baguidi. Ouest de la douane béninoise dans la commune de Tofo, plusieurs camions remplis d'essence en transit vers les pays de l'Interland ont été arraisonnés cette semaine. Et puis le dossier asphaltage du jour nous amènera à Porto Novo. Plusieurs rues se modernisent grâce à ce projet. Le reportage est signé Lenaïka Gbazaouf et Daniel Ada. Samedi 7 novembre 2020, bienvenue à toutes et à tous. La télévision nationale vous propose depuis quelques jours de partir à la découverte ou à la redécouverte du contenu du code électoral devant régir l'organisation de la présidentielle. Aujourd'hui, vous apprendrez qu'il ne suffit pas d'être béninois pour être électeur. Reportage. Deuxième volet de notre exploration de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Nous parlons aujourd'hui des conditions requises pour être électeur. La première des conditions à remplir pour être électeur au Bénin, conformément à l'article 9 du Code, est d'être de nationalité béninoise. La nationalité béninoise s'acquiert à la naissance par toute personne née d'un père et ou d'une mère de nationalité béninoise. Elle est également accessible à toute personne étrangère ayant contracté un mariage avec une personne de nationalité béninoise. Peut aussi devenir béninois toute personne qui satisfait aux conditions du code de la nationalité et ayant demandé et obtenu la naturalisation auprès des autorités compétentes. Outre que d'être béninois ou béninoise, l'électeur potentiel doit être âgé de 18 ans révolus au jour du premier scrutin de l'année électorale. Il doit également jouir de ses droits civils et politiques. À ce sujet, sauf décision de justice impliquant ou indiquant le contraire, toute personne qui satisfait aux conditions de nationalité et d'âge est présumée jouir de tous ses droits civils et politiques. Sont donc exclus de la participation aux élections au Bénin les personnes de nationalité étrangère. Les détenteurs de la double nationalité béninoise et étrangère ne sont pas frappés par cette exclusion. Ne peuvent pas voter non plus les individus condamnés pour crime lorsque le jugement est définitif. Excluent aussi de vote les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à 3 mois, de même que ceux en situation de contumace. Il s'agit de personnes condamnées en leur absence par les tribunaux après avoir refusé ou manqué volontairement de se présenter à leur procès. Ne peuvent prétendre prendre part au vote non plus les faillis non réhabilités. Ce sont les personnes dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l'étranger et exécutoires au Bénin. Il existe également des personnes privées d'être électeurs ou éligibles par décision de justice. Certaines le sont pour des infractions à la loi électorale. Enfin, nul ne peut voter si son nom ne figure sur l'extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale de sa résidence, sauf cas de dérogation prévue par le Code. Nul ne peut non plus voter s'il ne détient une pièce d'identification.
Conformément à la pratique des dernières élections, il peut s'agir de la carte nationale d'identité, du passeport, de la carte d'identité biométrique, de la carte d'identité professionnelle, du livret de pension civile ou militaire, du certificat d'identification personnelle et bien sûr de la carte LEPI. Chacune de ces pièces doit être en cours de validité. La Commission électorale nationale autonome a procédé à la répartition de la cagnotte destinée au financement public des partis politiques pour le compte du second semestre de cette année. Les représentants des 3 formations politiques éligibles étaient au siège de l'institution pour entrer en possession de chèques et ce conformément aux dispositions légales. Pamela Achicheme pour le point. Un peu plus de 590 519 000 francs CFA au profit de l'Union progressiste, près de 506 millions pour le bloc républicain et environ 103 537 000 pour le parti Force Corée pour un Bénin émergent. Ce sont les 4/5 du montant de 1,5 milliard débloqués pour le compte du second semestre 2020 en application de la loi sur le financement public des partis politiques que la Sénat vient ainsi de répartir. En effet, l'article 5 nouveau de la Constitution du 11 décembre 1990 et les dispositions de l'article 39 de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin ont induit le vote d'une loi spéciale pour réglementer le financement de la vie publique. À travers cette loi, l'État apporte un appui financier aux partis politiques qui complètent leurs ressources propres et exclusivement destinées à la couverture partielle des dépenses de fonctionnement, de participation aux consultations électorales, d'éducation civique, ainsi qu'à la formation de leurs militants. Un financement public attribué sur la base de critères très précis et dont la gestion est soumise à des règles d'orthodoxie financière strictes. La loi sur le financement public dispose aussi que la Sénat répartit le montant public alloué aux partis politiques concernés en fonction du nombre de leurs députés et de leurs élus communaux, à raison de 60% au prorata des élus communaux et 40% au prorata des députés. Il est aussi important de mentionner que les partis bénéficiaires de ce financement sont soumis aux procédures de gestion des fonds publics ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Alors, tout manquement à la bonne gestion de ces fonds entraîne ipso facto la perte du bénéfice du financement sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Tout en se félicitant pour les performances qui ont permis à leur formation politique d'être éligibles à ce financement, les représentants des partis politiques paraissent bien conscients de la destination de cet argent public et de son impact potentiel sur leur mode de gestion financière. Et je pense que donc c'est la reconnaissance de cette intelligence, de ce travail bien fait qu'a reconnu l'État béninois à travers donc cette remise de chèques par l'intermédiaire donc de la Sénat. Les règles de gestion seront évidemment conformes aux dispositions prévues par les tests en vigueur en République du Bénin. Tout se fera selon l'orthodoxie financière. Ce que nous avons reçu, c'est pour permettre la formation de nos militants, la restructuration du parti et aussi comment préparer les élections qui s'annoncent. C'est le fruit de la réforme du système partisan et de la loi portant financement des partis politiques qui est mise en application là. Notre satisfaction est totale parce que de mémoire de politiciens, on n'a jamais eu un financement de partis politiques. Ce montant va servir naturellement au fonctionnement du Parti bloc républicain. Les ressources mises à la disposition des formations politiques
n'ont donc pas vocation à atterrir dans les poches ni des dirigeants ni des militants. Et il revient aux autres partis de réaliser de meilleures performances lors des élections futures s'ils veulent aussi prétendre à ce type de financement. Prouesse de la douane béninoise dans la commune de Tofo, des camions remplis d'essence en transit vers les pays de l'Interland ont été arraisonnés ce jeudi. Conducteurs et acheteurs siphonnent l'essence à des fins commerciales, chose bien évidemment interdite par la réglementation douanière. Ces hors-la-loi ont été présentés à la presse à Agon, dans la commune de Tofo. Gilles Dansou et Petroni Lokosso. Des camions remplis d'essence en partance pour un pays de l'Interland stationnés ici dans ce parking illégal, donc non reconnu par les autorités douanières. Pire, ils se mènent entre conducteurs et acheteurs des activités de siphonnage d'essence. Nous sommes à Agan, dans la commune de Tofo. La douane veille au grain. Une équipe a effectué une descente sur le terrain ce jeudi tôt le matin pour mettre la main sur ces individus. On dit une marchandise en transit, surtout à destination d'un pays de l'Interland, cela veut dire que c'est des marchandises qui n'ont pas payé les droits. Ils n'ont payé aucun droit. C'est-à-dire que c'est des marchandises qui n'ont pas été mises à la consommation parce que ça ne se fait pas consommer ici. Malheureusement, ces marchandises qui devaient sortir du territoire douanier ont été cachées dans le parc que vous voyez et les produits, le carburant a été siphonné et vendu aux Béninois. Et tout à l'heure, les concernés vous ont démontré comment ils procèdent. Vous avez constaté leur ingéniosité. Sans même rompre le plomb, ils arrivent à soutirer le carburant. Parce qu'en réalité, le plomb, c'est pour la sûreté et la sécurité de la marchandise. Et quand on se trouve en face d'une situation, la première des choses, c'est de mettre ces produits déjà à la consommation. Nous connaissons les quantités. Et appliquer la réglementation douanière. Et quand vous prenez le cas d'aujourd'hui, ce cas, il y a un cumul d'infractions. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il y a infraction douanière, il y a infraction de droit commun qui est une corruption active. Nous avons mis le dispositif en place et ce matin, vers 2h11, on les a pris en flagrant délit avec des Béninois, beaucoup de Béninois qui étaient ici, qui achetaient les produits au fur et à mesure qu'ils soutiraient ces produits-là. Une situation qui crée beaucoup de dommages sur les finances publiques et donc sévèrement punie. C'est généralement les camions de 45 000 litres ou de 60 000 litres. Un camion de 45 000 litres comme celui que nous avons vu tout à l'heure, ça met en jeu des droits d'environ de 8 600 000. Donc en principe, s'ils devaient dédouaner ces produits-là qui sont en train de brader sur le territoire national, ils doivent dédouaner un seul camion à 8 600 000. Et ici, c'est les véhicules de 60 000 litres, les droits vont jusqu'à 11 500 000. Et imaginez, si nous avons de ces genres de camions, des centaines par jour, imaginez ce que l'État béninois perd. Parce que ceux qui dédouanent normalement les carburants, qui les vendent dans les stations, ils sont de côté et nous nous permettons de prendre des produits non dédouanés. Nous allons sur le même marché pour créer ce qu'on appelle le commerce déloyal. La douane siffle la fin de la récréation, plus rien ne sera comme avant. Tolérance zéro à la fraude. S'ils sont là à 2h, on est là. La preuve est que c'est à 2h11 qu'on les a pris. Donc c'est pour leur demander d'arrêter ça. C'est fini. Partout, ils vont chercher à frauder. En tout cas, la douane, avec nos partenaires, on est là pour mettre la main sur eux. Il y a ce qu'on appelle la confiscation d'office en dépôt. C'est-à-dire qu'après 15 jours, la marchandise ne vous appartient plus. L'État va faire la procédure pour vendre ça aux enchères publiques. C'est pourquoi je voulais profiter pour dire ceux qui ont des véhicules au niveau du service d'intervention rapide, Atlantique littoral, ceux qui ont les motos, ceux qui ont toutes sortes de marchandises que nous avons saisies, s'ils ne viennent pas les retirer dans un délai de 15 jours, nous allons les vendre aux enchères publiques. La procédure est entamée et ces individus seront présentés aux autorités judiciaires.
Notre dossier asphaltage d'aujourd'hui nous emmène dans la ville capitale Porto Novo. Plusieurs rues se modernisent grâce au projet, mettant ainsi fin aux difficultés de circulation des populations dans la cité. Aux 3 noms, voici les images. Hogbonu Adjache, Porto Novo. La ville aux 3 noms est en train de connaître un toilettage historique depuis l'avènement au pouvoir de Patrice Talon. Les rues autrefois impraticables et insalubres cèdent progressivement place à des infrastructures routières de qualité. Je suis né à Porto Novo. Vraiment, je suis très content. Parce que les voies, les pavés que nous sommes en train de voir à Porto Novo actuellement, sincèrement, si tous les présidents qui étaient et qui sont restés pendant des années ont pu faire quelque chose comme cela, aujourd'hui, je crois que le président fera encore autre chose. Il n'a fait que 5 ans. Et voilà. Du concret, on appelle ça, c'est du concret. Sincèrement, je le félicite. Et que Dieu Tout-Puissant de notre capitale le protège. Il y a un très grand changement. Grand changement. Et voyez-vous, la voie est bitumée. Tout au long, les trottoirs sont pavés. La circulation est facile et fluide. Plus de sable, plus d'eau stagnante, plus de crevasses pour créer des accidents. On circule librement et tout le monde est à l'aise. Ça favorise le commerce à partir du moment où actuellement nous notons un afflux de la population vers la zone, surtout à la recherche de boutiques, surtout à la recherche de parcelles et le long de la voie, histoire de créer des activités. On le remercie beaucoup parce que si les gouvernants dans le passé faisaient comme cela, Porto Novo ne sera pas comme ça. Je pense que ce ne seraient plus les grandes rues, mais les ponts qui seront maintenant en chantier. Des colonnes nous comme oui, filer les coups, pour matin, ouais. Il y avait de la broussaille par ici. Aujourd'hui, tout a changé et nous sommes contents. Nous remercions le président Patrice Talon pour ses œuvres de développement. Il fait beaucoup pour le pays. Que c'est beau. Nous bénissons le chef de l'État. De Ronvier à Tokpota, en passant par Nouveau Programme et les Jambettes, pour ne citer que ces quartiers-là, de nombreuses voies construites facilitent désormais la circulation et changent la configuration de toute la ville. Vraiment, nous sommes très émus de son travail parce qu'au départ, on n'a pas su que beaucoup de choses pourraient changer comme ça, comme on le voit. Et nous sommes sûrs que suite à cela, qu'on aura encore quand même d'autres surprises nous attendent quand même de lui. Donc nous remercions énormément, le remercions sans cesse, le président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait aujourd'hui pour le Bénin, pour quand même que le Bénin soit compté parmi ces pays développés d'ici peu. Notre joie est grande. On a trop souffert et on se plaignait à la mairie. Cette voix nous a fait baver. Aujourd'hui, c'est la joie. Merci au président de la République. Enfin, une voix passe devant ma maison. Qu'il soit béni le président de la République. L'entreprise Offmas est en charge des travaux qui prennent en compte un linéaire total de 21 km. Donc, 16 km de bitume et 6 km de pavé. À ce jour, au niveau de l'assainissement, il faut dire que les ouvrages de drainage sont presque achevés à 100%. Pour les chaussées en pavé, il faut dire qu'on est au-delà de 85%. Disons au-delà de 6 km, sur les 7 km à couvrir. Et pour le bitume, nous sommes, n'est-ce pas, également au-delà de 80%, pour ce qui concerne la grave bitume. Globalement, il faut dire que le taux d'adhésion physique, à ce jour, tourne autour de, disons, 82%. Pour une consommation du délai contractuel de 95%. Le délai contractuel finit le 5 décembre.
2020. Donc, on s'attelle à finir. Nous sommes sur la dernière couche qui est bébé, le béton bituminé. Encore donc quelques jours pour l'achèvement de ces travaux qui font souffler sur la capitale un véritable vent de modernisation. Naissance d'une tradition ce vendredi 6 novembre à l'École supérieure de management ESM. Il s'agit du séminaire spécialisé, un rendez-vous pédagogique mensuel dont la toute première de l'année académique 2020-2021 a eu lieu en présence de Nicanor Kovi et Petronil Lokosu. Un accord de guitare, puis un éclat de voix. L'orchestre de l'École supérieure de management ESM est de sortie, mais cette fiesta est d'abord pédagogique. Car quand se taisent les chants, commence le premier séminaire spécialisé de l'école, un rendez-vous entre étudiants, enseignants et professionnels. Un rendez-vous imaginé pour être important dans le cycle de formation des apprenants de l'ESM. Le credo de l'École supérieure de management depuis 10 ans reste le chemin vers l'emploi. Alors, pour y parvenir, il y a deux options. L'emploi salarié ou l'installation à son propre compte. C'est de cette ambition qu'est venue l'initiative des séminaires du genre qui constituent un riche creuset d'échange entre les formateurs et nos étudiants. Au cours de cette rencontre, ils ont la possibilité de poser sans langue de bois toutes les questions sur les thèmes qui seront abordés. Le système LMD et l'avenir professionnel. Ainsi est le thème central retenu pour ce premier séminaire de l'année académique à l'ESM. Je voudrais donc vous dire tout simplement qu'on entend par le système LMD une réforme orientée vers la professionnalisation, ce qui oblige les écoles de formation à mettre l'étudiant au cœur de la préoccupation du système éducatif. Un thème choisi pour partager avec les étudiants les possibilités qui s'offrent à eux sur le marché professionnel avec ce système, selon les responsables d'établissement. Et de rajouter qu'un tel rendez-vous ne peut qu'être festif. Ils sont très contents donc de cette thématique qu'on leur a proposée pour le bien. Et c'est aussi en même temps un moment où nous profitons donc pour que chacun sorte ce qu'il a en lui. D'accord ? Nous avons des artistes, nous avons des interprètes, comme vous avez constaté tout à l'heure. Donc c'est une journée de joie qui s'inscrit déjà dans le calendrier donc, de la vie de chacun. L'inclusion financière et le code vestimentaire du cadre, deux autres sous-thèmes abordés au cours de cette journée enrichissante. De quoi ravir les étudiants qui ont poussé la chansonnette et donné de la voix pour exprimer leur contentement. Le préfet du département du Zou poursuit sa tournée statutaire dans les communes sous sa juridiction. Après Boycon, Firmin-Couton et sa délégation se sont rendus dans la commune de Didja pour le même exercice. Cyprien Lokosu et Kadnel Kakou pour les détails. La rencontre du préfet du Zou avec l'ensemble du conseil communal de Didja et quelques citoyens était visiblement importante. Un moment d'échange, d'explication et surtout de précision du rôle de chaque acteur conformément aux recommandations des tests. Je me suis attelé à expliquer aux uns et aux autres leurs attributions respectives, leurs missions, pour qu'il n'y ait pas de conflit. Que le maire, en tant qu'organe exécutif, doit procéder régulièrement à la reddition de comptes à son conseil. Et que les conseillers également sont tenus de participer au débat au sein du conseil communal pour apporter leur pierre à la construction de la commune. Le maire de Didja a saisi l'occasion de dresser un état des lieux de la commune, la question sécuritaire évoquée avec quelques difficultés matérielles, les routes en construction qui font la joie mais qui occasionnent des difficultés aux populations, défaut de panneaux de signalisation de la part de l'entreprise, les travaux d'ouverture de voies et des infrastructures de la SONEB
qui seront implantées. Presque une projection de l'image de la commune de Djidja. Ma vision, celle de révéler la commune de Djidja à travers son agriculture qui lui vaut le nom de grenier du Zou. Pour ce faire, nous avons pu mobiliser à l'Antelier, dans le village de Zakan, 100 hectares de terre, où sera implantée désormais une coopérative pour la production de maïs et de soja. Pour l'année 2022, nous avons projeté 50 hectares de terre à Gobert, 50 hectares de terre à Mossourou et 100 hectares à Aguna pour accueillir des champs pouvant abriter les coopératives pour la production de maïs et de soja. Monsieur le préfet, la commune va acquérir des engins lourds au cours de l'année 2021. Nous voudrions solliciter votre appui pour l'acquisition de ces engins afin de faciliter l'écoulement et l'accès au marché de nos produits agricoles, puisque Djidja est une commune très vaste. Les citoyens présents à cette rencontre se sont intéressés au débat. Ils ont posé des questions d'éclaircissement qui ont eu des réponses de la part des directeurs des services déconcentrés de l'État. Nous constatons que c'est très bien parce que le préfet il est vraiment habitué, c'est un habitué et nous venons d'arriver. Donc tout ce qu'il nous a donné, c'est des leçons que nous allons essayer de mettre en application pour bien gérer notre commune, pour bien gérer notre conseil communal. Je suis entièrement satisfait de la séance. Donc on a tiré beaucoup de leçons de ces explications et il nous a fait aussi des recommandations en ce qui concerne la cohésion au sein du groupe. La tournée légale du préfet se poursuit dans d'autres communes du département du Zou et des collines. L'actualité hors du Bénin nous emmène aujourd'hui en RD Congo, en Birmanie et aux États-Unis. Le monde en bref, c'est une compilation signée Christelle Tongodou. Après 5 ans loin de la capitale congolaise, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, est arrivé ce vendredi à l'aéroport de Kinshasa. Il doit être reçu samedi par Félix Tshisekedi dans le cadre des consultations nationales entamées lundi. Il s'agit pour le président de trouver le moyen de se défaire de l'influence de son prédécesseur Joseph Kabila dans un contexte de crise politique au sein de la coalition au pouvoir. Son convoi a été bloqué à la sortie de l'aéroport. Les militants se sont pressés autour. L'ancien président Tencent, des soldats et leurs familles votent de manière anticipée aux élections législatives du 8 novembre. Le parti de l'ex-icône de la paix, Aung San Suu Kyi, très critiqué par la communauté internationale, devrait conserver le pouvoir à l'issue des élections. La Birmanie a lancé mardi la campagne pour les élections législatives qui vont permettre le renouvellement des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des nationalités de la Birmanie. Toutes deux sont renouvelées simultanément tous les 5 ans avec 3/4 des sièges à pouvoir scrutin uninominal majoritaire à un tour et le quart restant nommé par le commandant en chef des forces armées birmanes. Seul le nombre des sièges et les circonscriptions électorales utilisées variant de l'une à l'autre. L'attente du dépouillement des derniers États se poursuit aux États-Unis. Les résultats sont très serrés. 3 jours après le scrutin du 3 novembre qui a enregistré une participation record, les Américains ne connaissent toujours pas le nom de leur prochain président. Alors que 270 grands électeurs sont nécessaires pour être élu, le président sortant Donald Trump en comptabilise pour l'heure 214 contre 264 pour son rival démocrate Joe Biden. Alors que le décompte des voix se poursuit, Donald Trump a semé le trouble en déclarant avoir remporté l'élection présidentielle. Il a dénoncé des fraudes à plusieurs reprises sans en apporter la moindre preuve et menace de saisir la Cour suprême.
Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.